C'est pas bon. Hein. Je pense que c'est pas bon. L'agriculture, on n'était pas loin là, on fonce dans le mur en fait, on n'était pas loin du mur, mais là je pense qu'on accélère là, pour être sûr qu'on se rétame bien, je pense. Parce que elle n'a pas d'avenir l'agriculture, hein. Tu enlèves toutes les aides. Puis quand je vois comment un producteur de lait bio aujourd'hui est considéré par l'industrie, par la filière, même le consommateur, quoi. J'ai assez peu de plaisir à voir 40% de ma production partir à l'export sous forme de poudre de lait à coût de subvention européenne. J'ai peur on aille extraire la dernière goutte de pétrole, et tant qu'on l'aura pas fait, on continuera dans une logique complètement folle qui nous échappe, où tout le monde est en concurrence Et ça, la mainmise sur les terres agricoles et sur les structures agricoles par des investisseurs, etc., ça fait très peur aussi, quand même. Et je veux pas cautionner ça. Je veux plus. Je vais conserver le plus possible la liberté décisionnelle, ne plus subir comme on me l'impose aujourd'hui. À la croisée des champs, un podcast proposé par les pédaliers paysans qui explore les défis du renouvellement des générations agricoles en nous plongeant au cœur des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, à la rencontre de celles et ceux qui la façonnent. Précédemment, nous avons pris la focale des cédants à l'heure de la transmission de leur ferme. La ferme, c'est l'outil de production de l'agricultrice ou de l'agriculteur toute sa carrière durant. Mais c'est aussi son lieu de vie, chargé d'histoire, son lieu de travail, chargé de cambouis, de boue et de sueur. Ce lieu, c'est le ou la cédante qui décide de le transmettre, à qui elle veut. Mais qu'en est-il des fermes intransmissibles, trop grandes, trop chères ou trop peu rentables pour laisser la place à de nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices ? Le renouvellement des générations agricoles, c'est aussi la préservation de la vocation nourricière des terres. Alors, que deviennent ces terres qui ne sont pas transmises ? Qui sont les arbitres du devenir de ces terres ? Et enfin, quelle place le ou la citoyenne lambda, comme toi, comme vous, comme nous, peut-on avoir dans la question de l'avenir de l'agriculture ? À l'échelle individuelle, tout repose sur le choix du cédant. Seulement, l'agrandissement des fermes s'observe de plus en plus à l'échelle nationale en France. Le problème, c'est que tu as 20% des agriculteurs qui bénéficient de 80% des aides. C'est ça le gros problème de l'agriculture. C'est que les aides, elles sont pas réparties sur les petites fermes, ça va principalement aux grosses fermes. Et l'avenir des grosses fermes, c'est pas transmissible, donc ça veut dire que c'est des grosses sociétés qui vont reprendre les capitaux. Ça va être géré comme sont gérées, je sais pas quoi, les grosses sociétés qui sont cotées en bourse, ça va être ça quoi l'avenir. C'est une tendance inquiétante du point de vue social et politique pour l'orientation agricole du pays, puisqu'elle laisse moins de place aux exploitations de taille moyenne à petite, et ce, au profit de fermes-usines ou de grandes sociétés qui concentrent à elles seules toujours plus de foncier et de capitaux. Quand on est arcade familiale et qu'on n'a pas de propriété familiale à reprendre, c'est pas facile. Dans le Sancy, sur la zone Saint-Nectaire, c'est un peu ça aussi, c'est très concurrentiel. Donc s'installer là-bas pour un hors-cadre qui voudrait faire du Saint-Nectaire, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est des petites structures où il y a quand même beaucoup d'exploitants à l'intérieur et ils cherchent à s'agrandir pour faire plus de production parce que leurs structures sont petites et le Saint-Nectaire ça marche super bien. Ils pourraient en vendre beaucoup plus, sont limités par la taille de leurs exploitations. Donc faire accueillir des personnes de l'extérieur, c'est pas si simple. Comme en témoigne cette agente de la SAFER. À l'image du massif de Sancy où s'est développée la production du Saint-Nectaire AOP, les territoires se spécialisent et deviennent toujours moins accessibles aux hors-cadres familiaux ou à d'autres types de cultures. Un peu plus au nord, dans la bien nommée Suisse normande, nous avons fait la rencontre de Sarah, jeune éleveuse hors cadre familial, qui peine à s'installer dans la plaine de Caen.
Cette plaine, à l'image de la plaine de Limagne dans le Puy-de-Dôme, est très céréalière. Puis il y a aussi pour moi la question du foncier, de comment tu peux acquérir du foncier. Et moi j'ai une problématique familiale qui fait que je suis obligée de rester dans le secteur de Caen. Et en fait autour de Caen c'est de la plaine et donc c'est surtout des céréaliers qui sont là. Et donc nous les petits éleveurs on n'a pas accès à ces terres-là. Donc peut-être avec le collectif on pourrait réussir à acquérir des terres, mais tout seul de toute façon c'est pas possible. Une concentration de foncier agricole donc, qui s'opère entre une poignée d'agriculteurs. Et elle va jusqu'à transformer les paysages agricoles français. En parcourant les routes du Pays d'Auge, nous sommes rapidement saisis par le charme des prés vergers, caractéristiques de la région. Imaginez simplement de gracieuses vaches normandes, pâturant paisiblement à l'ombre des pommiers cidricoles. À mesure que nous traversons le Pays d'Auge, nous remarquons que les prés vergers disparaissent au profit de haras qui répondent aujourd'hui à l'essor économique généré par les activités équestres. Ceci inquiète nombre d'agricultrices et d'agriculteurs que nous avons rencontrés. D'une part, cela fragilise le terroir local, cidre et camembert à la clé tout de même, et d'autre part, la question se pose de la vocation agricole des terres. Agricole, oui, toujours, mais alimentaire ou de loisirs. Quand on revient sur dans les années 60, 70, il y avait des pommiers partout, hein. C'était planté partout, quoi. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit la différence, c'est énorme, quoi, de voir comment un paysage s'est transformé. Que penser lorsqu'on nous apprend que Tony Parker investit dans l'agriculture et profite des aides de la PAC en achetant des haras pour continuer d'étendre son empire équestre? C'est pourtant bon, le Cid normand, beaucoup pleurerait si les Bretons venaient à dominer ce marché. Blague à part, ce phénomène d'agrandissement se fait majoritairement au profit d'un mode de production très expansif, au détriment d'autres types d'agriculture, plus traditionnelle, familiale et de taille moyenne. On est dans une période charnière, hein, vraiment, depuis quelques années de toute façon. Mais le nombre de producteurs laitiers, il baisse à, je sais plus, il est passé de 500 et quelques à 300, même pas. Donc ça veut dire que les exploitations grossissent. Et la gestion, la transmission d'une grosse exploitation n'est pas la même qu'une petite, c'est sûr. Et ça, c'est une crainte, parce que ça veut dire que ces exploitations-là, jusqu'à présent, elles se morcelaient, parce que c'est les voisins qui reprenaient à droite et gauche. Mais les voisins, il y en aura de moins en moins. Et c'est pas que valable en zone AOP, hein. Moi, j'ai un client en Bretagne, là, quand il s'est installé, il y avait 29 exploitations sur la commune. Aujourd'hui, il y en a 2. Donc, au bout d'un moment, le terrain qui se libère, là, les 2 exploitations sur la commune, si son voisin, il arrête demain matin, lui, il peut pas reprendre toute la commune entière, le gars. Donc, le risque, c'est qui va reprendre ça. Le seul qui aura le pouvoir financier de l'acheter, c'est un industriel. Ils vont mettre un chef d'exploitation, déguisé, hein, on paye la ferme, c'est toi qui bosses, mais c'est eux qui vont décider. Et là, la filière, après, c'est un peu plus compliqué pour eux. La loi du marché, c'est ce qui pousse à se spécialiser sur des productions qui rapportent le plus, parfois au détriment de la souveraineté ou de la sécurité alimentaire des territoires. C'est le cas par exemple du maïs semence dans le Puy-de-Dôme, ou des haras dans le Pays d'Auge. Mais cette réflexion peut s'étendre à la part grandissante de cultures dédiées à la production énergétique ou à l'exportation, et non pas à la production alimentaire territoriale. En parallèle de cette transformation du paysage agricole, se posent de multiples questions environnementales. Comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture? Comment lutter contre l'érosion de la biodiversité? Comment adapter nos systèmes agricoles au changement climatique global? Ces questions complexes nécessitent des réponses complexes, des solutions multiples et adaptées à la diversité des territoires. Elles nécessitent avant tout de la main-d'œuvre dans les champs. L'objectif de ce podcast n'est donc pas de traiter ces problématiques environnementales cruciales prises une à une, mais il nous paraît primordial de souligner que les changements que nous appelons de nos vœux ne pourront pas se faire sans des travailleurs et des travailleuses de la terre nombreux et formés. Faute de candidats à la reprise et faute de mesures politiques en faveur d'une diversité d'agriculture, la France s'oriente vers un modèle d'agriculture industrielle très gourmande en énergie et émettrice de gaz à effet de serre. Donc moi, je suis assez pessimiste
Est-ce que c'est un danger? Bah voilà, après les Français, ils iront se nourrir, je sais pas où, hein, voilà, ils importeront. Nous partageons avec Monsieur Jeannot, professeur d'agronomie à VetAgroSup, l'inquiétude de voir l'agriculture prendre le chemin de la standardisation. Pendant notre petit périple, nous avons rencontré une grande diversité d'installations, de la plus agroécologique à taille humaine à la plus productiviste et industrielle. Et c'est cette diversité qui fait la vie et le progrès de l'agriculture, selon nous. Du modèle paysan au modèle industriel, il existe encore 1001 façons de produire, seul ou à plusieurs, pour toutes et tous, du plus local à la plus grande échelle. Nous constatons souvent que les modèles paysans et familiaux sont plus soucieux des interactions et des équilibres écosystémiques, plus soucieux de renouveler le lien social entre consommateurs et producteurs, inquiets de remettre de la durabilité et de la qualité dans nos assiettes. Il y a de mémoire 5 dimensions. Il y a travailler avec la nature, avec le vivant, et pas contre le. Donc, je suis en accord avec l'environnement, l'écologie, ce que vous voulez. Être en autonomie sur sa ferme. Autonomie, ça veut dire autonomie de décision et pas être pieds et poings liés à l'agro-industrie en amont et à l'agroalimentaire en aval, quoi. C'est des paysans nombreux, donc sur les territoires et en prise avec leur territoire. C'est des produits de qualité, donc pas toujours bio, mais dans la réalité, on voit qu'on a 80% de nos adhérents qui sont, ou des porteurs de projets installés, qui sont labellisés bio. Après, il y a ceux qui sont pas labellisés bio, mais qui ont des pratiques équivalentes, quoi. C'est juste qu'ils veulent pas s'emmerder avec la certification. Et puis des fermes transmissibles, donc à taille humaine. Voilà. Contrairement à l'agriculture industrielle, qui se caractérise par une organisation verticale avec de nombreux intermédiaires, une forte productivité sur de très grandes surfaces et des économies d'échelle, l'agriculture familiale, de taille moyenne dite humaine, apparaît plus compatible avec l'agroécologie. Selon les Nations Unies, elle serait le modèle le plus résilient. D'une part, en ce qu'elle propose un mode de production plus social et plus humain, et d'autre part, par la taille modérée de ses outils de production, qui permet de ne pas surexploiter à excès les ressources naturelles limitées, à savoir la biodiversité, l'eau ou encore les sols. Malgré son manque d'efficacité économique à l'échelle nationale et supranationale, d'un point de vue strictement agronomique, ces déclinaisons nous semblent bien souvent prometteuses. La polyculture-élevage en agroforesterie d'Aurélien Castel, le pâturage tournant dynamique de l'élevage laitier de Louise et Martin, ou encore le maraîchage sur sol vivant de la ferme des 1000 ruisseaux, la synergie des ateliers de la ferme collective de la Petite Mouliche sont autant d'exemples, parmi tant d'autres qui en témoignent. Nombreux sont les débats qui tentent en vain de faire valoir différents modèles agricoles, mais tous semblent réduits à la prévalence du seul modèle industriel comme le seul économiquement viable. Le modèle agroécologique est encore vaste et reste à définir. Mais quand bien même. S'il ne fait pas ses preuves à l'échelle nationale et aux yeux de ses détracteurs, peut-être mériterait-il d'être accompagné et développé pour le rendre plus compatible avec notre système économique. Et si c'était le système économique lui-même qu'il fallait transformer pour le rendre compatible avec une production saine et durable? Cet avis est de plus en plus partagé par de nombreux représentants de l'agriculture en France. Écoutons à présent Méline, de la ferme des 1000 ruisseaux en maraîchage sur sol vivant, chez qui nous avons débuté notre petit périple dans le Calvados. On comprend très bien qu'une ferme qui a peut-être presque quasiment 1 million d'euros de crédit, bah, elle peut pas changer ses techniques agricoles comme ça du tout au tout, sachant que tu n'as aucune contrepartie de la politique agricole, enfin que ce soit du gouvernement ou de l'Europe, et donc du coup c'est quand même des grosses prises de risques. Et on reste des chefs d'entreprise, on n'irait pas demander à, j'en sais rien moi, à Pouyanné ou quoi, de se dire allez, j'arrête tout d'un coup tout le pétrole et je me lance tout en 100% renouvelable. Bien évidemment qu'on lui demanderait pas ça, bien évidemment qu'on lui demande, on lui filerait plein de subventions, ce qui est toujours le cas. Donc pourquoi ce serait pas le cas pour des agriculteurs qui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le souhait de changer leur technique agricole, mais en fait ils peuvent pas quoi, ils étaient l'accord de. Préserver la diversité des systèmes agricoles, c'est une condition pour l'adaptation au dérèglement climatique. C'est une loi écologique très simple, où diversité rime avec équilibre dynamique et résilience écosystémique. La diversité des systèmes de culture est à l'agriculture ce que la biodiversité est à l'écosystème.
une source de résilience de la production alimentaire à l'heure d'un dérèglement climatique global. De ce fait, pourquoi ne pas encourager cette diversité et les modèles qui promeuvent une démarche agroécologique ? Il ne s'agit pas là d'opposer une énième fois l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, ni d'appuyer les clivages que nous percevons au sein du corps agricole. Il s'agit de saisir la force d'une agriculture polyforme, riche de systèmes de production différents, plus ou moins complémentaires, qu'elle se nomme biologique, traditionnelle, paysanne, régénératrice ou encore raisonnée, face à la vulnérabilité d'un modèle unique. Permettre à l'agriculture de se renouveler et de se réinventer, c'est préserver la diversité des futurs possibles face aux grandes incertitudes du dérèglement climatique. Et c'est en ce sens que l'installation et la transmission sont des points de charnière. Comment transmettre sans contraindre l'orientation d'un système déjà en place ? Comment préserver cette diversité d'agriculteurs et d'agricultrices et de systèmes agricoles ? En installant plus et en installant mieux.